Bonjour et merci de nous suivre. Le Congo, la République démocratique du Congo, vit une situation vraiment particulière. Et il y a des personnes qui ont décidé de résoudre ces problèmes sur le plan politique, économique, social ou sportif. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui, peut-être qui fait de la politique, mais aujourd'hui, il va nous parler économie, développement, parce qu'ils ont mis en place un projet ambitieux de 2745 pages, un projet pour le développement complet du Congo qui s'appelle 1000 jours pour une économie intégratrice dans un Congo nouveau et prospère. Généralement, on a entendu parler des projets à propos du Congo, mais il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains un document concret que nous allons décortiquer avec notre invité, qui s'appelle Rémi Louvumbu et qui nous vient de Genève, en Suisse. Bonjour, monsieur Rémi Louvumbu. Bonjour, monsieur Kevin Maison. Vous êtes de Genève, ingénieur électrotechnicien de l'Université de Genève. Et vous faites partie d'un consortium qu'on appelle Arcantech Engineering Intelligence, qui a mis en place ces projets. Pourriez-vous, très brièvement, nous rappeler votre parcours ? Effectivement, c'est-à-dire mon parcours, je commencerai par, je suis congolais d'origine. Je suis né au Congo à Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke, quartier Mabiokele, que j'aime bien, j'appelle mon village natal. Donc je suis né là-bas et puis je fais des études en électricité industrielle. Donc dès là, depuis toute mon enfance, c'est vrai que tout ce qu'on m'apprenait, ça ne me plaisait pas. Moi, j'avais plutôt envie de découvrir qu'est-ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché derrière tous ces enseignements? Nos enseignements qu'on nous donne, ce sont des enseignements, c'est-à-dire qui ne nous amènent pas à inventer, vous verrez vous-même. Hein, les Congolais, les inventaires, il n'y en a pas assez. Et dès là, je fais des études en électricité industrielle. Et depuis tout petit, ça fait 30 ans environ aujourd'hui, je vous dirais jour pour jour, je pensais que nous aurions un problème au Congo. C'est-à-dire le problème qui est basé dans l'eau et l'électricité. Vous vous souvenez, il y a pas mal d'interviews que j'ai fait et je prédis déjà bien avant. Je disais que nous avons un problème au Congo. Depuis des décennies, le Congo souffre de la problématique de développement. Et de là, nous avons mis en place ce qu'on appelle Arcantech Intelligence. Arcantech Intelligence émane de Arcantech Engineering. Arcantech Engineering fut une entreprise installée à Genève, à Vernier, mon entreprise privée, qu'on a délocalisée suite aux propositions du gouvernement congolais. Soi-disant, on peut aller apporter notre pierre à contribution pour le développement du Congo. Arrivé sur place du Congo, on a trouvé que les choses étaient pas comme on l'espérait. On est rentré à Genève. On a mis en place un consortium, Arcantech Intelligence, qui est en partenariat avec les entreprises de construction électrotechnique et électromécanique. Ces entreprises dans le cadre de booster les développements dans nos pays. Donc on s'est dit on ne pourrait pas travailler tout seul. On a mis en place des stratégies de développement qui impliquent nos partenaires, c'est-à-dire pour pouvoir travailler dans une vision de développement pour les pays d'Afrique. Donc Arcantech en soi, c'est un bureau d'études stratégiques pour la paix et le développement des pays d'Afrique subsaharienne. Parce que nous avons compris, la problématique africaine, la problématique de développement, c'est partout, c'est la même. Vous allez du nord au sud, nous avons le problème, c'est celui qui détient l'eau et l'électricité. On dit l'eau c'est la vie, l'électricité c'est le confort. Quand on a l'eau et l'électricité, pour moi, on a déjà amorcé le développement. Et c'est ce qui manque chez nous. Vous regarderez au Congo, on a parlé depuis Bélirette, on parle souvent de la problématique de développement, mais c'est-à-dire les projets politiques de nos politiciens manquent l'aspect, c'est-à-dire énergétique. Nous parlons de la politique énergétique maîtrisée. Vous entendez partout, hein? On parle comment je dirais, de délestage au Congo, par exemple. Dans ces projets, nous avons répondu comment résoudre la problématique de délestage dans un laps de temps. Voilà un peu notre vision. Donc, notre projet se base sur 2 chantiers. Nous, on dit au Congo, on parle de 5 chantiers. Nous, c'est 2 chantiers. Le premier chantier, c'est le chantier de la sécurité nationale. Le deuxième chantier, c'est les chantiers énergétiques. Donc, nous parlons de la politique énergétique maîtrisée. Comment on peut amorcer le développement du Congo? Voilà plus ou moins. Donc là, vous avez posé le projet. Hein, c'est ce qu'il en est. Alors, on va les décortiquer point par point, essayer de voir ce qu'il en est exactement, parce que c'est quand même un gros projet, comme je l'ai dit, de 2747 pages. Alors, le projet pour vous, vous avez dit au Congo, on parle des 5 chantiers. Les projets, c'est 2 chantiers, et je vois bien, c'est un domaine que vous connaissez, l'électricité et l'eau. Alors, concrètement, quel diagnostic avez-vous fait au Congo par rapport à ces problèmes d'électricité et d'eau?
Effectivement, c'est-à-dire qu'avant de mettre en place un projet, nous avons fait des études, c'est-à-dire qualitatives, quantitatives, sur le terrain. Je vous donnerai un exemple. Hein. C'est-à-dire nous avons pris deux entités différentes. Nous avons pris la cité de Ouvira au sud Kivu et les quartiers Mavio et Kimanseke. Ce sont deux entités qui sont plus ou moins similaires. Vous comprendrez qu'au Congo, en fait, la commune de Tchango, c'est un agglomérat. Il regroupe un peu toute la problématique congolaise dans son ensemble. On a pris ces deux entités environ de 20 km² pour faire ces études parce que, vous voyez, on ne commencerait pas à s'aventurer dans un projet d'un grand pays de 1,440 combien de kilomètres carrés 2 voilà, 49 km² avant d'avoir maîtrisé le problème dans un environnement un peu restreint. Nous avons pris les quartiers Maviokele, par exemple, hein, nous avons fait l'étude avec 50 000 habitants. Nous avons fait une étude de 6 400 abonnés regroupés dans le type de raccordement, bien entendu. Dans ces projets, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au Congo, nous n'avons pas besoin de construire de nouveaux barrages. Nous pouvons résoudre les problématiques de délestage au Congo. Il suffit seulement d'adapter les systèmes que nous avons, c'est-à-dire la reconfiguration des réseaux, la mise en place des systèmes bien adaptés, l'application des technologies modernes. Aujourd'hui, par exemple, j'irai plus loin, je dirais, on nous met en place des compteurs prépayés. Mais on dit aux gens que si vous mettez les compteurs prépayés, vous aurez l'électricité. Mais il faut bien répondre les problèmes. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que les gens ne payent pas. Les gens payent un service. S'il n'y a pas de service, vous voulez qu'ils payent quoi? Donc, si vous garantissez les gens les services, sûrement les gens vont payer. C'est dans ce sens-là que nous avons fait l'étude globale. Pour nous, je vais vous en citer un peu. Hein. Nous avons pris l'exemple de 6 400 abonnés. Au début, on était d'abord, juste je voudrais préciser, au début, on était parti dans un aspect économique. On s'est dit, on met en place des projets, peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique en place, on s'est dit, on apporte des solutions pour améliorer les conditions de vie de nos populations. On était sur le terrain, vous vous en souviendrez, il y a des images qui sont là, on a été invité par le ministre des Congolais des étrangers, on est allé, la salle internationale, on a fait des projets. On a même créé une entreprise sur place hein, qui s'appelle Arcantec Ingénierie qui existe, moitié opérationnelle, hein, vu le contexte du Congo. C'est-à-dire, on est allé dans cette vision, on a dit, bon, on met un peu de côté les différents politiques, on apporte des solutions pour la population. Mais très vite, on a été rattrapé par les réalités du terrain. On s'est rendu compte que tant que le climat d'affaires ne sera pas amélioré, le climat d'affaires implique l'aspect politique, une stabilité politique, rien ne se fera sur ce terrain. Nous avons amené des solutions, on avait même mis en place un projet pour 52 mois, nous aurons résolu la problématique des délestages. Nous l'avons démontré dans une émission télévisée qu'avec les $50 que les gens payaient à l'aéroport, on aurait déjà résolu la problématique des délestages sur la ville de Kinshasa au bout de 52 mois. Oui. Ce sont des études comme ça, des statistiques. Nous avons pris la population, nous avons donné des cantines, des tonneaux d'eau pour calculer la quantité, le mètre cube d'eau que les gens consomment. Nous avons donné des sacs de Makala aux populations. Nous avons fait une estimation par rapport à l'équation de Bernoulli. On est sorti un nombre d'habitants pour la commune de Kimansé qui est 700 000 habitants. On a divisé, qui nous sortit environ 1000 quelques échantillons de personnes, hein, de porte à porte. Nous avons rentabilisé, comptabilisé, estimé. Physiquement, on a fait des groupes focus, que les gens sont allés avec des logiciels spécifiques pour analyser la problématique du Congo. Et de là, nous avons compris, la problématique du Congo, nous avons deux aspects. C'est l'aspect sécuritaire, qui est c'est-à-dire la stabilité, la sécurité nationale, qui implique quoi? Au Congo, quand on parle de la sécurité nationale, on pense que c'est l'armée. Nous parlons de la sécurité nationale, pas seulement l'armée. L'armée est une partie intégrante, c'est-à-dire une option de la sécurité. On peut avoir une sécurité sans armée, c'est faisable. Et là, vous vous êtes beaucoup plus étalé sur la méthodologie, au lieu d'aller vers les diagnostics en soi. Autrement dit, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas aussi longtemps que nous avons un grand potentiel, notamment sur le plan hydroélectrique? Voilà, en fait, avant d'aller dans l'aspect pratique, il fallait faire une méthodologie, un cahier des charges, ligne de conduite pour comprendre. Nous devons faire un check-up de la situation du Congo. Je vous prendrai l'exemple de la ville de Kinshasa, par exemple. C'est un sujet que nous avons traité. La ville de Kinshasa est alimentée par deux ternes, c'est-à-dire 3 lignes, hein, ternes triphasées, qui alimentent de 350 km, qui alimentent le Zongo jusqu'à Mobaïmbongo, si je ne me trompe pas, avec 400 MW par ligne, ce qui fait 800 MW. Alors la configuration de ces lignes-là, la ville de Kinshasa, si vous regardez, est faite comme un bunker. C'est-à-dire, les Belges l'avaient fait de sorte que si la population s'est révoltée, ils puissent les condenser facilement. Vous verrez qu'il n'y a pas des axes secondaires, hein, il n'y a que des axes principaux. Ce qui fait que la ville de Kinshasa a été faite de la sorte. Et puis, la population de la ville de Kinshasa a été estimée. Pour ces deux lignes-là, ça sous-entendait une population environ, c'est-à-dire de 4 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous arrivons à 10 à 15 millions d'habitants.
dans la ville de Kinshasa. Donc vous verrez qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'il n'y a pas d'électricité, il faut comprendre quels sont les paramètres qui font que l'électricité n'y a pas. Il y a plusieurs aspects. Si on avait un document, j'allais vous dire, mais nous avons étalé sur 10 points les plus élémentaires. Nous prenons la partie électricité. Après, on va parler de la partie eau. La partie électricité, pourquoi? Vous verrez, au Congo, on parle souvent de ce qu'on appelle les normes. Nous avons un problème. Il y a les normes d'exploitation et les normes de production. Quelle différence entre normes d'exploitation et normes de production, justement? Au Congo, on ne produit pas. Nous consommons dans normes d'exploitation, de consommation. Dans l'électricité, ça s'appelle norme EN 6435, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a des critères spécifiques. Si nous voulons aller plus loin, encore plus loin, on va rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la SNEL qui devait payer les populations. Ce n'est pas les populations qui devaient payer les SNEL. Pourquoi je dis cela? Parce que ce qui est produit, ce qui est fourni à la population, ce n'est pas l'électricité. C'est les déchets de l'électricité. Vous verrez beaucoup d'appareils qui tombent en panne au Congo. Hein, vous avez un appareil que vous avez acheté en Europe, vous amenez au Congo, au bout de 2-3 mois, ça ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le check-up, l'analyse complète. C'est-à-dire, comme j'ai dit, la ville de Kinshasa, à l'époque, il est fourni par 800 MW, hein, 2 ternes de 400 MW. Ce qui fait que si vous allez au Badiading, nous avons 17% de chute de tension. Dans les 220 kV, nous avons 19, quelque chose kV. Donc il y a un problème. La norme tolère jusqu'à 10% au maximum. Nous arrivons à chercher. Pourquoi il y a la chute de station? Il y a des paramètres qui intègrent. Quels sont ces paramètres, justement? Ces paramètres, nous allons par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des raccordements, non répertoriés par la SNEL. Il y a ce qu'on appelle la stabilité dans les réseaux. Pour les techniciens qui comprennent un peu, dans les produits, pour les puissances, nous avons tension multipliée par courant multipliée par les facteurs de puissance. C'est-à-dire si les courants, si la tension est stable, vous ajoutez les courants, ça fait les produits de la tension. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs de puissance. Les facteurs de puissance, c'est ce qu'on appelle les chuyaya. C'est les harmoniques dans les réseaux. Il faut que les réseaux soient raccordés par des techniciens compétents. Ce qui fait que les techniciens qui le raccordent ne sont pas compétents, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des courts-circuits réguliers. Vous allez dans les rues, ça bouillonne. Hein, il pleut, ça bouillonne, les mamans, c'est faux électrique. Tout ça, ça fait des surcharges. Nous avons fait des études, on va dans des terrains, on coupe la consommation, mais les compteurs tournent. Pour quand il y a perte dans une ligne, il y a quand même consommation. Ce qui fait que chez nous, les gens, c'est-à-dire, sont facturés de manière forfaitaire. On ne sait pas qu'est-ce que les gens consomment, on facture les gens. Alors, si on ne sait pas ce que les gens consomment, on ne peut pas adapter les réseaux. Donc, il faut rentabiliser, comptabiliser les nombres d'abonnés, savoir quelle est la demande. Je vous donnerai l'exemple de la Suisse, par exemple. En Suisse, il n'y a pas 2 électriciens. Ça n'existe pas. Il y a un électricien. Parce que tout le monde fait de la même façon. Parce qu'il y a les normes, il y a les prescriptions et les normes harmonisées. C'est-à-dire tout le monde fait de la même façon. C'est-à-dire, vous allez, j'ai presque pas besoin d'un testeur pour savoir où se trouve la phase. Parce que je sais que la norme me dit la phase se trouve à droite. L'appareil de mesure est fait pour confirmer ce que je sais d'emblée. Mais chez nous, vous verrez, les fils sont bleus, rouges, verts, noirs, mélangés un peu de tous les côtés. C'est-à-dire tous ces aspects, les non-respects des normes, c'est-à-dire la standardisation des réseaux, on ne sait pas, ce qui fait qu'il y a des répercussions. Et puis la charge n'est pas adaptée. Nous avons aussi un autre problème. Dans les domaines énergétiques, nous avons quoi? Ce qui coûte plus cher, ce n'est pas la production, c'est les transports. Vous faites une étude en Europe, par exemple, vous verrez, nous avons des petits barrages dans chaque coin qui fournit un réseau qui est interconnecté ou bouclé. Mais chez nous, nous sommes alimentés, ce qu'on appelle en radial. Les réseaux se trouvent à 350 km et tout le monde se raccorde sur le fil. C'est clair que vous commencerez par un câble environ de 250 mm², petit à petit, ça descend. Ben, vous verrez que la chute de tension vient. Donc, il faut changer la topologie des réseaux congolais. Il faut mettre tout ça en réseau. Nous avons combien de barrages? Nous avons plus de 5 barrages. Souvent, les gens parlent de barrages d'Inga et Consort. Mais nous avons plein de barrages qui ne sont pas connectés, qui ne sont même pas harmonisés. C'est ça le vrai problème. Déjà, la quantité d'électricité que nous avons, même quand le Congo sera développé comme la France, nous n'utiliserons que 30% du potentiel hydroélectrique que nous avons. Vous voyez? Et donc, le potentiel existe. Il y a un problème, je vais dire, structurel au niveau de la production, du transport et de la consommation, qui fait qu'on a d'énormes problèmes électriques et par ricochet de problèmes de distribution d'eau. Alors, comment êtes-vous parti de ce problème-là pour penser le développement entier du pays en le basant sur le plan économique sur ces problèmes d'électricité et d'eau?
Voilà, nous on a dit l'eau c'est la vie, l'électricité c'est le confort. Quand on a l'eau et l'électricité, on a le développement. Prenons l'exemple. Au Congo, on se base sur les infrastructures. Bravo, on construit les grandes routes. Est-ce que les problèmes c'est les routes? Moi je vous dis, au Congo, nous n'avons pas besoin de problème. Nous n'avons pas de problème d'infrastructure aujourd'hui. Les gens vont se dire, mais ça ne va pas, il y a un souci. Ils ont fait de belles routes. Mais posez-vous la question, quand les Congolais vont au boulevard voir les constructions, ils vont voir quoi? Ils vont voir les jets d'eau et les lumières. Les Congolais vont sur le boulevard Triomphal. Ils vont voir quoi? Posez la question à tous les gens. Ils vont voir quoi? Ils vont voir, c'est beau. Ils disent souvent, vous regardez les images, ils disent c'est beau. C'est beau quoi? Les jets d'eau et les lumières qui est autour. C'est là la vraie base. Je vais aller plus loin. J'ai pris l'exemple de, vous connaissez la commune d'Enji du quartier 1. Vous allez le matin, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez le matin à Saint-Quartier 1. Vous verrez, les bus sont bondés, les gens qui vont en ville. Ils vont comme ça. Les retours, les bus sont vides. Les soirs, c'est l'inverse. Vous n'avez pas compris le problème. Le problème, c'est la décentralisation. Tout est centré au centre, tout est au centre-ville. Pourquoi tout est au centre-ville? Parce que c'est là où il y a l'eau et l'électricité. S'il y avait l'eau et l'électricité de tous les côtés, donc c'est clair que nous, on va délocaliser, décentraliser les entités. Dans notre projet, nous avons dit 1000 jours pour une économie intégratrice dans un Congo nouveau prospère. Il y a des ateliers. Nous avons aussi, en sous-titre, ce qu'on appelle PAM ici, Programme des ateliers de mise en condition pour une intégration socio-professionnelle. Je vais plus loin. Vous prenez un Congolais qui habite Lemba, qui va travailler à Gombe. S'il est payé $300, vous lui faites travailler à Lemba. Il est payé le même salaire. Il a plus de pouvoir d'achat. Parce que la manne qu'il aurait dépensée pour le transport, il ne les dépenserait pas. Mais donc, selon vous, pour qu'il n'aille pas travailler à la Gombe, il faut qu'il ait l'eau et l'électricité à Lemba. Je cherche à voir les rapports concrètement entre l'eau, l'électricité et votre projet de développement. Oui, parce que l'eau, c'est la base. On ne peut pas avoir le développement si on n'assure pas la production d'eau potable, si on ne garantit pas la production, la fourniture en électricité pour avoir une entreprise. Il faut qu'il y ait des machines qui travaillent. Comment vous envisagez faire travailler les gens, à moins que vous faites les commerces comme tout le monde? Comme il n'y a pas d'électricité, tout le monde fait les commerces. S'il vend, il achète, il vend. Mais nous devons produire. Comment produire? Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une entreprise canadienne qui s'est installée au Congo-Brazzaville, a lu quelque chose comme ça. Il devrait s'installer au Congo avec une potentialité d'employer plus de 500 personnes. Et 500 personnes employées, c'est beaucoup. Mais parce que le gouvernement congolais ne pouvait pas lui garantir la fourniture en électricité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville s'est mis en place avec les Cameroun. Ils ont conçu à Mbouchi un barrage qui produit 120 mégawatts. Aujourd'hui, si nous avons l'électricité au Kinshasa, ce n'est pas parce qu'ils ont amélioré, ils mentent les gens. C'est parce que le Congo-Brazzaville nous a rétrocédé 70 mégawatts qu'ils achetaient chez nous parce qu'ils ont construit le barrage à Mbouchi. C'est ce qui fait que nous avons un semblant, ils ont fait des travaux. Mais ils n'ont rien fait. Sans ces 70 mégawatts, ça serait tout noir dans la ville de Kinshasa. Vous voyez un peu, ça c'est un exemple concret, c'est-à-dire s'il y avait l'électricité, l'eau, la garantie, où cette entreprise canadienne allait s'installer, on aurait 500 personnes en moins qui seraient employées. Ça c'est un exemple. Et multipliez-les. Vous verrez que la vraie problématique, c'est quoi? Il faut garantir la fourniture en électricité et avoir un climat des affaires stable, ce qui fait que, c'est-à-dire la garantie sécurité nationale. Voilà, c'est le cadre des chantiers qu'on a fixé notre projet. Alors, ces derniers temps, la République démocratique du Congo construit des barrages, les barrages des Kakobo, là, à côté des Gungu, dans le Bandundu, et les barrages des Katende, si je me trompe, dans le Kasaï. Pensez-vous, vu que le potentiel est installé est déjà assez important, pensez-vous qu'il faille être nécessaire de construire des barrages au lieu de travailler avec ce qui existe, mais d'améliorer plutôt les moyens de transport et de distribution? Pensez-vous que cette politique de construire de nouveaux barrages, c'est bon? Ça ne sert à rien, nous avons trop. Et le Congo, 10-15 ans après, on va se retrouver avec un autre problème. Nous aurons trop d'électricité, nous aurons une faille dans la politique d'exportation de nos énergies. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup, il faut gérer ce que nous avons. Le problème, c'est quoi? C'est la gestion de ce que nous avons. C'est ce qui pose problème. Ce n'est pas que nous n'avons pas assez. Nous gérons mal ce que nous avons. Hein? Le Congo est le seul pays au monde, je vous dirais, le seul pays au monde qui devrait, je vous dis bien, qui devrait être considéré comme superpuissance. Vous me posez la question, pourquoi?
Je vous amènerai, vous connaissez bien, mais c'est Maïso, ce qui s'est passé la Russie et l'Ukraine à l'époque, quand ils ont voulu couper les robinets. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la possibilité de fournir tous les robes d'électricité. Et le Congo est le seul pays au monde qui a des implications énergétiques sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Nous avons la possibilité de fournir l'électricité, toute l'Afrique plus ou moins, avec tous les barrages que nous avons. Ce n'est pas que ce que nous construisons, ou nous allons construire, c'est que nous avions déjà. Nous pouvons fournir à l'heure actuelle de l'électricité pour toute l'Afrique, une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Alors imaginez-vous, un pays tout seul qui peut assurer la fourniture d'électricité de tous ces pays. Donc nous aurons, dans les décisions importantes, nous aurons une part, nous aurons une place importante pour décider. Voilà un peu notre... C'est pourquoi nous avons focalisé sans l'énergie, ce qu'on dit la politique énergétique maîtrisée. Maîtriser veut dire que nous devons gérer ce que nous avons. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup, mais il faut gérer ce que nous avons. Voilà les vrais problèmes. Alors, avez-vous calculé l'impact écologique de tous ces barrages que l'on construit dans votre projet? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est tous ces aspects. C'est pourquoi nous nous disons qu'il n'est pas nécessaire de construire. Quand vous construisez un barrage, vous détruisez ce qu'on appelle l'écosystème. C'est ce que les gens ne savent pas. Nous avons l'électricité, mais il faut construire des barrages. Souvent, il faut désorienter c'est-à-dire créer de nouveaux canaux, se déplacer. Et chaque fois, nous intervenons dans la nature, c'est où on apporte quelque chose de positif, où on apporte quelque chose de négatif. Et trop souvent, nous apportons quelque chose de négatif. C'est-à-dire, nous avons fait l'étude sur ce qu'on appelle les ressources polygénétiques. Au Congo, c'est-à-dire, nous devons étudier les espèces avec leurs utilisations, pour que demain, nous ne retrouvons pas avec le manque d'espèces. C'est-à-dire, comment je peux le dire, c'est-à-dire, il faut gérer, consommer de manière efficiente, et non de manière brute. Aujourd'hui, nous regardons seulement avoir l'électricité, mais nous ne regardons pas les implications qu'il y a, l'effet de construire de nouveaux barrages. Nous avons voulu construire des barrages, bravo, mais est-ce que nous exploitons ce qu'on appelle le positionnement géoplanétaire du Congo? Le Congo est presque parmi les seuls pays qui se retrouvent sur l'équateur. Nous pouvons exploiter les 10 heures d'ensoleillement par jour que nous avons. Aujourd'hui, les panneaux solaires sont devenus un peu moins chers. On peut créer des réseaux. Ce n'est pas exploité. Et tout ça, nous avons étudié dans notre projet. Aujourd'hui, au Congo, par exemple, l'eau. Le Congo, nous avons fait calculer le pluviomètre. Au Congo, nous avons le pluviomètre de 107 cm. C'est tout le Congo. C'est-à-dire, vous prenez des bacs de 1 mètre cube, vous mettez dans tout le coin du Congo, vous faites la moyenne. Au bout d'une année, 365 jours, vous aurez la hauteur de l'eau. 107 mètres, c'est 1 mètre carré. C'est beaucoup. C'est des rares de pays. Ce n'est pas exploité. Quand il pleut aujourd'hui au Congo, on jette l'eau. Mais nous pleurons de l'eau. Nous manquons de l'eau. Pourquoi on jette l'eau? Et dans ces projets, nous avons mis un accent sur la récupération de l'eau de la pluie. Vous nous avez fait une belle démonstration sur votre projet. La question maintenant, c'est de savoir à combien avez-vous chiffré ces projets? Alors voilà, c'est-à-dire, les projets, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect national, c'est-à-dire un État qui porte des projets, et l'aspect privé. Au début, on était lancé dans l'aspect privé, mais on s'est rendu compte que sans l'implication des politiques, ça ne marcherait pas. C'est pourquoi nous faisons des tours du monde. Nous cherchons des politiciens. Nous, on ne veut pas devenir des politiciens. Peut-être demain, après-demain, à l'heure actuelle, nous sommes un bureau d'études stratégiques pour la paix et le développement. Nous mettons en place des stratégies de développement. Nous faisons le tour du monde pour sélectionner tous ceux qui se disent politiciens. Nous allons le voir avec un pacte d'honneur pour un Congo nouveau important. Nous faisons signer un pacte sur les engagements et nous leur soumettons un document fait, c'est-à-dire fait, budgétisé, calculé. À l'heure actuelle, nous avons mis en place un projet pour reconstruire le Congo, amener le Congo au niveau d'un État moderne, développé. Il faudrait 300 milliards pour 15 ans. 300 milliards. Mais on s'est dit, où trouver les 300 milliards? De là, on a scindé le projet en 2 parties. Nous avons dit, le Congo prend une partie. Et les communautés internationales prennent une partie. Parce que vous ne pouvez pas envisager développer le Congo sans comprendre les implications qu'il y a dans la configuration mondiale. Donc on ne va pas en vouloir aux gens qui viennent investir chez nous, mais il faut prendre en considération. Dans notre projet, nous disons quoi? Nous acceptons tous les projets existants, tous les contrats signés à l'avance. Mais nous demandons de révisiter les contrats et de toiletter les contrats afin d'optimiser non seulement la partie congolaise, mais la partie aussi des investisseurs étrangers. Donc dans cette vision, nous regroupons sur 2 aspects. La partie congolaise, c'est-à-dire au bout de 15 ans, nous sommes en mesure non seulement de financer 100 milliards pour stabiliser l'économie congolaise et atteindre un certain, c'est-à-dire des réserves budgétaires au bout de 15 ans, de 152 milliards. C'est-à-dire si aujourd'hui nous avons 100 milliards,
nous investissons dans l'économie congolaise. Au bout de 15 ans, nous aurons des réserves financières de 152 milliards. C'est une projection qui est faite en 15 ans. C'est-à-dire 15 ans avec 5 années de grâce. Je vais vous faire un petit détail, par exemple, si vous voulez bien. Et vous avez bossé déjà, avant de faire le petit détail, vous avez bossé à combien dans le projet déjà? Combien de personnes? Oui, combien de personnes? Alors, le bureau d'études, c'est-à-dire nous avons 4 personnes actives, avec les membres, bien entendu, mais 4 personnes actives qui travaillent dans les bureaux. Mis à part cela, nous faisons appel aux services, hein. C'est-à-dire nous allons voir des experts. Par exemple, je dirais professeur Fossé Luanga. Il ne fait pas partie intégrante, mais quand nous avons des questions stratégiques... Il travaille à l'OMC, je pense. À l'OMC. Quand nous avons des questions stratégiques, nous posons à un spécialiste, hein, de la matière. Voilà la façon dont nous travaillons. Donc nous avons des partenaires dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays, que s'il y a un point qui nous bloque, nous allons le voir et nous essayons de résolver. Donc nous mettons en place une synergie, non seulement de nos partenaires, mais avec plusieurs entités. Et avant de vous interrompre, vous vouliez démontrer concrètement comment vous alliez faire pour déjà engranger les 100 premiers milliards de dollars pour renflouer les caisses qui produiront 152 milliards. Concrètement, comment vous faites? Alors, je vais vous le démontrer, c'est-à-dire qu'au Congo, nous avons 70 à 75 millions d'habitants. La moyenne congolaise fait que nous avons 6 personnes par famille. Si vous prenez 70 à 75 millions d'habitants, vous divisez par 6, ça nous donne 11 millions et quelques de familles. Dans notre projet, nous disons quoi? On ne peut pas faire de l'économie sans que les populations aient la masse, ce qui est la masse monétaire. Prenez un exemple. Nous avons 1000 dollars ici. Il y a un boulanger. Prenons 100 francs. On a 100 francs, il y a un boulanger. Imaginons que les pays s'arrêtaient entre nous deux. Que vous avez 90 francs. 90 francs, comme on dit chez vous. Moi, j'ai 10 francs. Il n'y a que vous qui achèterez le pain chez le boulanger. Le boulanger ne pourra pas engager une deuxième personne pour faire le deuxième pain. Mais si vous avez 60 francs, moi j'ai 40 francs. Donc nous deux, nous allons acheter le pain chez le boulanger. Du coup, le boulanger va faire quoi? Il va engager un auxiliaire pour faire le deuxième pain que moi je vais consommer. C'est ça le vrai problème au Congo. Au Congo, on nous parle de la stabilité, de la croissance à des chiffres. Mais non, c'est faux, ça n'existait pas au Congo. Quand vous parlez de la croissance, il faut vérifier cela sur le PIB, produit international. Produit intérieur brut. Ça se mesure quoi? Par rapport au panier de la ménagère. Mais au Congo, c'est quoi? On nous parle de croissance des chiffres, mais au niveau de la panier de la ménagère, il n'y a pas d'amélioration. Donc c'est faux. Ils ont pris un groupe de gens qui ont fait ces statistiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris 3% de la population congolaise, ont fait les statistiques pour dire qu'il y a croissance des chiffres. Voilà où je vais arriver, c'est quoi? Nous, dans notre projet, nous disons, au bout des 5 premières années, nous avons un projet de 15 années avec 5 années de grâce, avec 100 milliards, avec un taux d'intérêt maximal de 3% qu'on a négocié à l'heure actuelle avec les banquiers, qui sera ajustable parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays non grata. Donc, on a optimisé les taux d'intérêt pour qu'on ait la possibilité qu'on nous fasse ces prêts. Bien entendu, on nous dit dans ces prêts, il faut qu'on ait un politicien valable qui va porter ce projet, un candidat qui va le porter au niveau national. Cela veut dire, au bout des premières quinquennats, nous distribuons, écoutez-moi bien, 500 dollars par famille, ce qui nous fait environ 6 milliards. 500 dollars nous donnons comme ça. On ne prête pas, on donne. Alors vous allez me dire, mais dans quel pays on distribue de l'argent? Bien entendu. Nous avons 100 milliards qu'on ne paye pas d'intérêt pendant 5 ans. Nous donnons 500 dollars à chaque famille. Cette famille-là va payer des taxes au moins minimum, 25% à l'année. Ce qui fait quoi? Les 500 dollars qu'il a, au bout de chaque année, chaque famille paiera des taxes supplémentaires environ de 100 dollars minimum. Quel impact sur l'inflation? Vous donnez 500 dollars à chaque famille, il y a quand même de l'impact sur l'inflation. Non. C'est-à-dire nous boostons l'économie. C'est-à-dire ce qu'on appelle en fait le prêt de consommation. Ça se fait partout au monde. C'est comme un prêt de consommation à taux zéro. Ça s'est fait pour booster les économies. Ça s'est fait dans tous les pays. Cela veut dire, on ne donne pas, oui. Cette affaire d'inflation pourrait se faire si c'est déséquilibré. C'est-à-dire, on donne à Lemba, à Lingwala, on n'a pas donné. C'est-à-dire, on fait le recensement, on déclenche tout en même temps. Non seulement on crée de l'emploi. C'est-à-dire, nous pouvons faire les recensements sur 365 jours. En une année, on peut faire les recensements de tous les Congolais avec 6000 agents. Chaque agent va recenser environ 2000 familles. En équivalence de 6 familles par jour. Vous faites les calculs, vous verrez. C'est faisable avec 50 millions de dollars. Nous faisons le recensement sur 365 jours. 6 000 agents étalés sur la République démocratique du Congo. Nous avons des bases de données avec un serveur global qui est géré à distance. Chacun interconnecte sur les réseaux, il fait les recensements. Les recensements, c'est pas écrit à la main. On vérifie ce que vous donnez comme données.
C'est-à-dire, c'est un fichier de relate qu'on clique. Donc, une personne aura la possibilité de faire 6 familles par jour. Oui, mais si vous injectez beaucoup de monnaie sur l'économie pendant qu'il n'y a pas de production, ces déséquilibres-là peuvent poser problème. Non, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, ça poserait des problèmes s'il n'y a pas de projets qui suivent après. C'est-à-dire, nous boostons la consommation. C'est comme prêt à taux zéro à la consommation, mais les gens ne remboursent pas par rapport à rembourser le prêt, ils remboursent par rapport à les taxes qu'ils vont payer en supplément. C'est-à-dire, au bout de 5 années, la population qui aurait pris $500 aurait remboursé. Une année, il y a des TVA qui sont injectés un peu, on booste la consommation. Donc, quand les gens consomment, ce qui fait, ils poussent, il y a la demande. Et la demande, ça vient, on devra ajouter avec des projets de développement. Dans ces projets, il y a 7 points. Nous allons dans l'aspect sécurité nationale, après avoir boosté, c'est-à-dire booster tout en même temps, dans les 1000 jours. On dit 1000 jours pour une économie intégrée dans un Congo nouveau et prospère. C'est-à-dire, nous considérons l'interconnexion qu'il y a avec nos voisins, mettre en place des économies transfrontalières. Il y a déjà, ça existe au moment au Congo. Vous connaissez ce qu'on appelle Sinelac. Nous avons Ruzizi, par exemple. Ruzizi, c'est un barrage qui se trouve au Congo, qui n'appartient pas au Congo, qui appartient au Rwanda, Burundi et Congo. Mais on n'en parle pas. Ça existe déjà, cette politique au Congo. Mais on ne dit pas. C'est géré, une année, c'est par les Congolais, deuxième année par les Rwandais, troisième année par les Burundais. Vous pouvez aller vérifier. C'est cette philosophie que nous voulons mettre au grand jour. C'est-à-dire utiliser les ressources que nous avons avec nos voisins. Nous prendrons la métaphore de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui disait l'Afrique était un pistolet dont la République démocratique du Congo une gâchette. C'est ça, c'est dans cette vision-là. Nous disons, le Congo ne peut pas se développer tout seul. Le Congo va se développer. Je vais recorriger, le Congo ne peut pas se développer. Comment je peux le dire? Le Congo ne peut pas se développer tout seul, il ne peut se développer qu'avec tous ses voisins. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, le Congo, non, il peut se développer tout seul, mais il doit prendre en compte l'interconnexion qu'il y a avec ses voisins. Mais sauf qu'on a comme l'impression que tout s'est fait généralement au détriment du Congo. Parce que nous ne sommes pas impliqués dans cette démarche. On dit, si vous ne faites pas la politique vient vers vous. Si vous ne considérez pas les raisons qui font endeuiller les Congos, ben, ces gens qui nous endeuillent vont nous considérer. Ils vont nous prendre en charge. C'est ce qui se passe. Alors, revenons sur l'aspect de $500. Si vous voulez bien. Vous prenez une famille, une maman qui vous donne $500 va créer une petite économie, une petite affaire. Au Congo, aujourd'hui, on vit par l'économie informelle, disons. Dans ces projets, nous avons pris l'exemple d'un échantillon projet pilote. Nous avons pris 5000 habitants dans la commune de Kimbanseke. Nous avons créé un marché de 250 places avec 30 personnes que nous employons avec un salaire minimum de $400. C'est faisable. Nous disons ceci, si nous avons 30 personnes, 250 personnes qui vont marcher, 30 personnes qui sont payées $400 par mois, et 250 personnes qui ont des tables au marché, qui vendent dans des configurations normales. Premièrement, nous créons des taxes supplémentaires. Malheureusement, au Congo, on demande aux gens aux taxes, l'État ne fournit pas les services. Nous fournissons les services qui vont produire les ressources. Nous ne demandons pas des ressources pour produire les services. C'est l'inverse des problèmes. C'est-à-dire, les gens qui auront $500 vont créer des petites affaires. Ces petites affaires vont booster l'économie. L'économie ne tourne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité qui ont amassé des grandes quantités d'argent. Ce qui fait que l'argent ne tourne pas, ça bloque le système. Le système devait faire tourner l'argent. Nous, dans notre système, nous lançons cela, ce qui fait que chaque famille aura $500, il peut créer une petite affaire. Mis à part ça, c'est l'aspect informel. Dans l'aspect formel, c'est-à-dire nous mettons en place ce qu'on appelle la politique énergétique maîtrisée. La politique énergétique maîtrisée c'est-à-dire c'est le condensé des 5 chantiers. Quand on parle de 5 chantiers, pour nous, c'est un chantier. C'est-à-dire quand on veut faire les infrastructures, pour faire les infrastructures, il faut qu'il y ait l'eau et l'électricité. Vous construisez la route de Kinshasa à Matadi. Bravo. Mais il n'y a pas l'eau et l'électricité. Vous faites comment? Vous allez dans une route tout noire, il y aurait des accidents. Donc il faut créer. Vous allez dans des routes où il n'y a pas de toilettes. Pour avoir de bonnes toilettes, il faut avoir l'eau. Oui. Donc tout est impliqué. Mais nous avons ciblé l'élément central. C'est-à-dire pour créer l'effet cheminot. Nous disons que s'il faut avoir 300 milliards, du coup, on n'en aura pas. Il faut créer les effets cheminots. C'est-à-dire les projets qui vont engendrer d'autres projets. Voilà un peu. Donc, on crée la matrice, et la matrice va générer d'autres projets. Ce qui va créer la matrice, c'est quoi? C'est l'eau et l'électricité. Quand on a l'eau et l'électricité, nous avons tout. Prenons notre exemple. Tout le monde veut acheter la parcelle ma campagne. Pourquoi? Parce que sous-entendu, c'est là où il y a la sécurité, l'eau et l'électricité. Kingakati, bon, pas Kingakati, mais Kinko, les consorts, les gens ne vont pas trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Alors, regarde le manque à gagner pour l'État. Prenons l'exemple. Il y a des terrains-villes.
J'ai fait le tour à Dubaï, dans les entités lointaines, vous verrez que là-bas, avant de vendre un terrain, il y a déjà la distribution d'eau et d'électricité. Les bornes sont là. Les gens, quand ils achètent déjà parce qu'il y a le borne. Donc du coup, le terrain qui est vendu à 20 000 $ peut être vendu à 25 000 $. Parce que l'État a assuré déjà la production de l'eau et de l'électricité. Voyez. Donc les gens, du coup, au lieu que tout le monde soit condamné au centre-ville, ils vont être dans les entités reculées, ce qu'on appelle la politique de désenclavement des entités isolées de la République démocratique du Congo. C'est bien beau. Hein? On a un projet de 2745 pages qui est déjà en place. Mais le souci, c'est que le préalable pour le projet, c'est l'État. Au Congo, on n'a presque pas d'État. Alors, ne pensez-vous pas que la mission devait être d'abord de lutter pour l'instauration d'un État. D'abord, l'État, qui veut dire changement de politique radicale et globale, avant de mettre en place votre projet. Parce que ça risque d'être un coup de pied dans l'eau. Bien entendu, bravo ce que vous avez dit. Mais moi, je vous dirais, nous avons fait un cycle combinatoire en disant qu'il y a un État, la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait la paix amène la démocratie avec la stabilité, et la stabilité amène le développement. On ne peut pas faire l'inverse. Nous nous sommes dit, il y a les échéances électorales. Qu'est-ce qu'on dit? Nous choisissons un candidat. C'est-à-dire, nous, de la diaspora, on s'est dit, la solution ne viendrait ni seulement de la diaspora ou seulement des gens qui sont au Congo, mais la conjonction des deux partis. C'est-à-dire, chacun doit... Nous faisons le tour maintenant. C'est ça le but même de mon arrivée ici. Ici à Paris. Oui, ici à Paris. Vous êtes de Genève, voilà. On fait le tour du monde pour sélectionner tous ceux qui se disent candidats potentiels pour les élections des échéances à venir. Et les représenter ces projets. Voilà. Nous leur soumettons le projet après qu'ils aient signé un pacte d'honneur. C'est-à-dire pour éviter que le projet soit utilisé dans des fins non définies. Oui. Nous leur faisons signer un partenaire et nous leur soumettons le point que nous avons travaillé. Je peux vous dire, nous avons posé sur les 26 questions nécessaires qui peuvent être posées. Je prends sur moi que nous avons posé toutes les questions possibles. Quand je vous dis 26 questions, c'est-à-dire que chaque point, il y a 26 questions à poser. Il y a 13 et son opposé. C'est le pourquoi, des comment, des comment, des pourquoi, des pourquoi, des comment, des comment. Donc nous avons posé toutes les questions possibles qui peuvent être posées. Je peux vous dire, je peux aller dans des points que vous ne penserez pas. Je vous donne un autre exemple, si vous voulez bien. Au Congo, on pense que pour faire les recensements, il faut compter les gens. Je suis désolé. Il n'est pas nécessaire seulement de compter les gens. Nous pouvons faire les recensements par les toilettes. Vous allez me dire comment? Vous savez, nous avons fait les statistiques, nous savons qu'un être humain fait des excréments environ 2 tonnes par année. Si nous avons 1 tonne, c'est que nous avons 2 personnes. Vous voyez? On peut le faire en faisant des réseaux, des canaux. Dans notre projet, nous allons plus loin. Au Congo, nous avons le système de fosses septiques. Ça crée beaucoup de maladies dans les maisons. Les espaces sont restreints. Tous les déchets sont dans les maisons. Ce qui fait quoi? Ça crée des maladies. Nous avons le projet de mettre des collecteurs. Ici, où vous chercherez les fosses septiques dans les humains, vous ne les trouverez pas. C'est récupéré par l'État. L'État les récupère pas. C'est là qu'il fait les statistiques. On peut savoir que mange la population par rapport aux excréments. Par rapport aux excréments, on peut faire les statistiques. Savoir ces quartiers, il y a combien de personnes. Ce n'est pas parce qu'on les a comptés. Parce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils consomment en électricité. La conjonction de tous ces paramètres nous sort des chiffres, nous donnera les statistiques. Donc nous avons beaucoup de paramètres que nous avons examinés, qu'on peut comprendre. Je vais plus loin. Je vais vous dire, d'ici 2000, ça c'est statistiquement prouvé. Si on ne met pas en place notre projet, le peu de temps, nous pouvons encore le corriger. D'ici 2030, 30% de la population congolaise va mourir. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est statistique qui est juste. Ça a commencé en 2010, d'ici 2030. Donc il nous reste 15 ans environ. 30% de la population congolaise sera volée. Comment vous allez faire? Les statistiques des Nations Unies montrent que nous avons la croissance démographique de 3% par année. Nous étions, aujourd'hui nous sommes déjà 70 millions d'habitants, parce que nous étions 75 millions d'habitants, comme vous dites 75. Avec la croissance démographique de 2010 à 2030, nous aurions atteint 5-8 millions d'habitants. Allez vérifier aujourd'hui. Nous sommes en moitié d'échéance, donc nous aurions déjà atteint 90 millions d'habitants. Nous ne sommes pas là. Donc, il y a une décroissance. Pourquoi? Parce que 7 personnes sur 10 qui meurent au Congo, la mort est liée à la consommation d'eau non potable. Les gens regardent que la guerre. Je suis désolé. Le premier médicament qu'on donne à un malade, c'est quoi? C'est de l'eau. Ouais. S'il n'y a pas de l'eau, et dans l'eau, il y a autre chose aussi. Il y a des paramètres qu'on injecte dans l'eau. L'eau de la France n'est pas identique avec l'eau de la Suisse.
il y a des molécules qu'on met qui peuvent contribuer à la croissance des habitants, des populations, des bébés et consorts. Chez nous, ce n'est pas pris en compte. C'est ça les vrais problèmes. Nous avons pris l'eau à Kinshasa, nous l'avons amenée en Suisse. Après 3 mois, nous avons regardé, c'était du poison. L'eau qu'on a achetée des bouteilles qui est vendue au Congo, nous avons gardé dans un laboratoire au bout de 3 mois. C'était du poison. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui n'est pas pris en compte. Nous sommes allés au-delà de ce que les gens pensent et imaginent. Nous allons plus loin. On regarde que l'aspect sécuritaire. Mais l'aspect sécuritaire, nous voulons le traiter de différentes façons. Nous avons dit qu'il y a 2 chantiers. La sécurité nationale et la politique énergétique maîtrisée. La sécurité nationale implique quoi? Le climat des affaires, la bonne relation avec nos voisins, intégrer nos voisins dans nos économies. Nous sommes bénéficiaires. Nous regardons chez nous, on traite tout le monde d'étrangers, des Rwandais, des Burundais, des histoires. Mais soyons certains. Je vous poserai une question que j'ai toujours posée. Quelqu'un vous donne 1 000 $. Il vient aujourd'hui, vous donne 200 $. Qu'est-ce que vous faites? Les Congolais diront, je ne prends pas. Ils doivent me donner 1 000 $. Désolé, vous continuerez à lui réclamer 1 000 $. Mais nous, nous disons, je prends 200 $. Demain, je veux lui réclamer 800. Et non 200, et non 1 000 $. C'est ce qui se passe au Congo. Nous voulons tout avoir tout du premier jour. Non. Nous devons mettre en place un processus de développement. C'est ça notre projet. Nous cherchons un politicien valable qu'on va mettre devant. Nous ne voulons pas faire de la politique. Je l'ai dit à haute voix, vous ne me verrez jamais. Bon, peut-être demain ça changera. Je ne voudrais pas être un ministre. Non, je vais rester dans mon bureau, faire mes clés, bouger, apporter des solutions. Nous sommes des hommes de terrain, des techniciens de terrain. Nous apportons des solutions. Alors, on va faire concret pour clôturer l'émission. Qu'avez-vous vu dans votre tournée comme politicien? Alors, honnêtement, je peux vous dire, nous avons fait le tour du monde. Je suis très déçu, Congolais, excusez-moi, ceux qui seront blessés, mais j'ai dit la vérité. Moi, mon défaut, je sais que dire la vérité. Aujourd'hui, il y a une personne, je ne l'ai pas vu. J'ai discuté avec lui, j'ai vu son staff. Je ne sais pas si je dois citer son nom. Oui, bien sûr, allez-y. Bon, c'est un peu très embêtant. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai vu le staff de M. Ilunga qui m'a plus ou moins impressionné. Hein? Emmanuel Ilunga qui m'a plus ou moins impressionné. Les tours du monde qu'il fait. C'est que je ne vais pas citer les noms, je m'excuse. Je ne vais pas citer vos noms, mais je vous ai rencontrés. Il y a des gens qui m'ont reçu. Non, mais pour des raisons de transparence, en Occident, vous avez vécu. Pardon, en Occident, vous avez vu qui? Et au pays, vous avez vu qui? Vous avez vu qui? Non, alors, allons au pays. En Occident, je ne vais pas déranger les gens. Au pays, tous les politiciens, je les ai vus. À l'heure actuelle, au Congo, il y a un seul politicien dont les visions, nous avons des conjonctions des idées. Il y a un politicien qui serait M. Vital Kamerhe, qui a des visions qu'on a des convergences d'idées. Je ne dis pas qu'on travaille avec, mais ces idées et ces orientations s'approcheraient aux nôtres. Il y a d'autres aspects que nous ne voulons pas développer ici, c'est un peu trop délicat. Mais il y a un politicien. Nous avons même vu des banquiers qui nous diront que proposez-nous un politicien valable. Et ils nous citent 2 noms. Ils nous citent Moïse Katumbe, ils nous citent M. Vital Kamerhe. Les autres, ils disent ce n'est pas des politiciens, ce n'est pas nous. Ici en Europe, ce n'est pas nous. J'ai discuté avec voilà, tous les politiciens que vous connaissez, ceux qui étaient aux États-Unis, vous savez les dégâts qu'ils ont causés. J'en ai discuté, hein, mais on sent qu'il n'y a rien. Je peux vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Croyez-moi, rien n'est concret. Les gens vous disent des projets, ils n'ont même pas un manuscrit. Ils n'ont même pas des documents. J'ai discuté avec des gens, c'est rien, c'est vide. Tous les partis politiques. Monsieur Intel, on a vu. Ici en Europe, je vis tout le monde. Il y en a qui m'ont reçu au McDonald's, je suis désolé. Si nous avons rendez-vous, vous vous réservez au McDonald's automatiquement, vous n'êtes pas sérieux. Et ici, je suis venu, j'ai vu M. Emmanuel, je ne l'ai pas vu, j'ai discuté avec lui. Au début, on fait d'abord un rapprochement au téléphone, on discute, on échange, et puis après, on va jusqu'à la finalisation. Aujourd'hui, maintenant, on va voyager, on va aux États-Unis. Certains des États-Unis, tout ce que vous connaissez des États-Unis, nous en avons déjà parlé. Il n'y a rien de concret. Je peux vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas pour faire la publicité ou quoi que ce soit, mais celui que nous trouvons qu'il y a quelque chose. En tout cas, c'est du sérieux. C'est M. Emmanuel Ilunga. Bon, alors, après M. Emmanuel Ilunga, vous avez parlé des banquiers, hein, oui. Parce que le projet, il est quand même chiffré. 300 milliards de dollars. Vous êtes en Suisse, les pays des banques. Quels sont les banquiers avec qui vous avez parlé?
Alors, et qui serait prêt à vous suivre dans l'aventure? je vais vous dire les pays, je ne vais pas vous dire les noms des banques. Oui. Dernièrement, j'étais en Autriche, on était avec la famille princière aussi. On en a discuté. On a vu, il y a Raiffeisen, il y a la Banque Suisse, la Grande Banque Suisse. Il y a plusieurs banques qu'on a vues. Hein. C'est trop délicat. Nous avons vu les grands de ces mondes, ceux qui appuient sur les boutons et les choses changent. Je peux vous dire, les mêmes personnes qui endeuillent le Congo, c'est les mêmes personnes qui vont apporter des solutions pour le Congo. Nous avons vu les mêmes personnes qui posent du tort au Congo. C'est les mêmes personnes. Voilà. Les États-Unis, c'est un pays clé dans la solution, dans les problèmes congolais. Avez-vous été aux États-Unis? Tout à fait. Personnellement, on n'a pas été. Notre secrétaire général a été aux États-Unis. Il a été au département américain. On en a discuté. Et ils nous ont dit la même chose. Tous les policiers qui nous viennent ici, il n'y a rien de concret. Ils ont vu, quand vous avez vu le fameux table ronde des États-Unis, c'est vide. Il y a une personne qui a excellé. Je suis désolé de le dire. Les gens en veulent à ce monsieur Vital quand même, mais je m'excuse les termes. Hein. Quand vous regardez, vous verrez les tensions qu'il y a eu. J'ai balancé sur mon site internet, il y a 10 points pour réussir sa négociation. Je dirais les mots-clés, les mots de la fin. Il faut finir une négociation par une proposition. Il ne faut pas aller dans une négociation en faisant des accusations. Nous le faisons souvent quand nous discutons dans nos couples. Nous faisons quelqu'un. Très souvent, vous faites quoi? Les jours avant, vous commencez à nettoyer les assiettes. Vous dites qu'on finit, on doit finir une négociation par une proposition. Pour vous, on doit négocier avec qui? Pour être concret, donc on doit négocier avec Joseph Kabila. Non, j'ai dit on va négocier avec tous ceux qui sont impliqués dans la problématique congolaise. Tous ceux qui sont impliqués. Donc, au niveau de la diaspora, vous avez vu Emmanuel Ilunga, vous avez vu quelqu'un au McDo, c'était qui? Non, personnellement, par respect, je ne voudrais pas citer le nom, mais on a vu, j'ai rencontré des gens, voilà. Non, mais nous, on veut de noms, on veut du concret. Honnêtement, ce n'est pas poli dans ce domaine, parce que les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir les amis demain. On ne voudrait pas citer les noms, mais je demanderais plutôt de faire les efforts. Voyez. Quand on pense, on veut diriger le Congo, on veut apporter une amélioration, il faut déjà soi-même gérer sa famille, être dans une configuration plus adaptée possible. J'ai téléphoné, hein, tous les grands, j'ai téléphoné. Si je ne l'ai pas eu, j'ai eu leurs collaborateurs. Qui appelez-vous grand? Les grands dans la communauté commune, selon les référents de la communauté commune, ceux qui se prétendent être les candidats de demain. Par exemple, qui donnait des noms? Monsieur Katompa. Et qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Katompa? Je ne vais pas discuter avec lui personnellement, mais avec un de ses partenaires. Et les résultats? Les résultats, j'ai vu un peu ses vidéos, j'ai vu sa présentation. Je trouve que c'est un monsieur qui a un peu une configuration, mais pour moi, ce n'est pas un politicien. Il devait faire les affaires dans ses orientations. Voilà. Et qui d'autre à part monsieur Bernard Katompa? Monsieur Georges Aloula, je suis désolé, monsieur Lula, je vous salue, mais pour moi, il n'est pas encore dans la configuration de faire la politique pour le Congo. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore les acquis nécessaires. J'ai discuté avec les politiciens, je peux vous en citer. J'ai discuté avec Mokia, j'ai discuté avec Martin Fayulu. Moi, je cite tout. Hein. De toute façon, moi, je ne vais pas faire la politique, je ne serai pas leur ami. Vous voyez, moi, je suis dans le terrain. J'ai discuté avec Martin Fayulu, vous connaissez les polémiques qu'il y a aux États-Unis. Hein. Vous connaissez. Regardez vous-même la vidéo. Je vais vous faire une description. Je ne fais pas l'éloge de M. Vital Kamerhe, hein, mais je vais démontrer. Vous verrez, M. Martin Fayulu, quand il fait la lecture, il titille un peu dans la lecture de ce qu'il fait. Il lit la phrase depuis la fin. C'est un point très important. M. Kamerhe, il a mis les lunettes. Il a lu deux phrases, il a pris les lunettes, il a plié, il a commencé à parler. Ça montre que c'est un monsieur qui maîtrise ce qu'il est tenté de dire. Vous voyez, ce sont des aspects qu'on joue. Vous regardez dans la configuration, quand il y avait les conférences, quand M. Kamerhe parlait, tout le monde l'écoutait. Mais quand M. Fayulu parlait, il y avait des gens qui se levaient, qui bougeaient les chaises. Ce sont des aspects de la communication pour déstabiliser son adversaire. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la confrontation tout de suite. Or, la stratégie de M. Kamerhe, il a laissé la confrontation jusqu'à la fin. C'est-à-dire après que les gens ont avalé ce qu'il avait à dire. Et là, il a bombardé. Voyez. Mais alors que M. Martin Fayulu est rentré dans les attaques tout de suite. Or, quand vous rentrez dans les attaques tout de suite, vous ne créez pas un climat. Monsieur Rémi Louvumbu, Monsieur Kamerhe, vous avez dit c'est délicat parce que y a un débat tout autour de lui. Mais vous, qui êtes quelqu'un qui communiquait beaucoup, notamment vous passez beaucoup sur Radio Lissolo avec un pseudo connu Enfant Noir. Savez-vous combien de personnes vous soupçonnent d'être angolais? Oui, tout à fait. Tout le monde me soupçonne d'être angolais. Qu'en dites-vous? Mais je suis désolé, les soupçons, ça reste les soupçons. Je l'ai dit, je répète 1000 millions de fois, mon père est d'origine angolaise. Alors,
Je vais vous expliquer ces polémiques. Ces polémiques, les Congolais n'ont jamais compris. Mon père, j'explique et puis j'ai expliqué. Mon père est venu au Congo à l'âge de 8 ans. Il est angolais d'origine. Il était ancien combattant au Congo. Posez-vous la question. Il était ancien combattant avec qui? Deuxièmement, ma mère est congolaise à 100%. Donnez-moi, je suis qui? En plus, la nationalité, c'est jamais un pourcentage. C'est faux. Revenons. Je vais prendre le cas de M. Vital Kamerhe que je veux lui défendre maintenant. Moi, j'ai dit à la radio du Solo, je suis pour les idées et les orientations de M. Vital Kamerhe. Je m'excuse, M. Vital Kamerhe, je vous salue bien, mais peut-être il a mal expliqué ses origines. Je vais vous expliquer. M. Vital Kamerhe est né en 1959 au Congo. Vous regardez dans la Constitution congolaise, c'est dit quoi? Est congolais d'origine. Hein, blablabla, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre point de nationalité. Et congolais d'origine, 2 points, virgule ou 2 points. Toute personne ayant, ils ont dit une phrase, ce qui est devenu, revenons en français, quand quelque chose est devenu, c'est que cela n'était pas. Qu'est-ce qui est devenu? Ce qui n'était pas. Et les Congolais ne comprennent pas. On dit pour être président au Congo, il faut être né de père et de mère congolais. C'est faux. La loi organique dit le contraire. Mais ce Kamerhe est né au Congo en 1959. Le Congo actuel n'existait pas. Je ne sais pas les origines, les histoires, mais revenons. Son père travaillait dans les administrations congolaises. Il travaillait avec qui? Son père était un sujet de roi des Belges. Oui ou non? Mais le débat n'est pas la nationalité de Kamerhe. Le problème, c'est que si son père est d'origine étrangère, pourquoi doit-il les cacher? C'est ça la grande question. J'ai dit malheureusement, peut-être, eux, ils ont mal expliqué. Peut-être, mais pour moi, c'est un faux débat. En fait, la question, c'était parce que là, on est en train de citer toutes les personnes que vous avez rencontrées et on risquait, vous savez, ça va susciter un débat, que vous ayez des convergences de vues avec M. Kamerhe. Et souvent, en Radio Lisolo, les gens disent que certaines personnes l'accusent d'avoir des origines étrangères et disent que vous les soutenez parce que vous aussi, vous avez des origines étrangères. Donc, il y a une solidarité des gens qui ont des origines. Voilà. C'est ainsi que je posais la question. Hein. Je ne suis pas en train de déraber. Je répète, M. Kamerhe n'a pas des origines étrangères. C'est faux. Je vais vous démontrer un aspect. Beaucoup de Congolais qui disent les autres sont Congolais, si on leur demande, sortez de votre poche, vous avez quel passeport? Il y en a plein qui ont le passeport français. Mais qui disent aux gens qui ont le passeport. Mais ils sont d'origine congolaise. Ils sont d'origine. Avec un passeport français, canadien. Mais non, je vais vous expliquer un cas. Vous avez un monsieur, prenez un cas, qui vit en France. Il a le passeport congolais. Retenez bien, mes chers auditeurs. Un monsieur qui vient en France, il a le passeport congolais. Il met au monde un enfant en France. Comme le droit de sol, hein, juste solis, s'applique en France. Donc l'enfant serait français à 18 ans. Mais le youth sanguinis fait qu'il a le sang congolais. Donc cet enfant serait français d'origine congolaise. Suivez bien. Parce que le papa, il est congolais, la maman, elle est congolaise. Ce papa qui était congolais devient français. Il met au monde le deuxième enfant. Quelle est la nationalité de cet enfant et ses origines? Cet enfant serait français d'origine française. C'est un aspect que les Congolais ne regardent pas. Avec du sang congolais, mais là n'est pas le débat. Revenons au projet. Alors concrètement, avant de terminer l'émission, qu'est-ce qui bloque pour que les projets démarrent? Ce qui bloque pour l'aspect, la stabilité politique. Sans une vraie politique, il n'y a rien qui marchera. On peut amener tous les projets du monde, ça ne marchera pas. Et qu'avez-vous mis qu'avez-vous conçu comme projet pour qu'il y ait stabilité politique? C'est-à-dire, pour le projet, nous avons mis en place ce qu'on appelle le pacte d'honneur pour un Congo nouveau prospère. Il y a 7 aspects qui dit que si ces aspects sont résolus, nous pouvons étendre notre projet. C'est-à-dire, nous parlons de la réforme de l'armée, nous parlons de l'environnement politique favorable à un dialogue, dont nous avons 5 points. C'est-à-dire, nous disons ceci. Au Congo, qu'on le veuille ou pas, ça c'est clair. Premier point, il faut un dialogue intercongolais. Dans ces dialogues suivis d'une commission vérité-réconciliation. Tout ça, ce sont des modules. Après, le troisième point, ce sera, nous devons, de la commission vérité-réconciliation, il doit sortir un leadership consensuel, pas un leadership populaire, mais consensuel. Et de là viendra ce qu'on appelle la naissance du patriotisme congolais. Et le 5e point, c'est les réformes dans le vocabulaire, c'est-à-dire avoir le verbe, c'est-à-dire un discours vraisemblable. Les Congolais, nous parlons, nous crions, mais nous ne parlons pas, nous ne dialoguons pas. Je prends un exemple. Regardez vous-même les vidéos des combattants. Vous verrez, 10 personnes parlent la même chose. En face des Blancs, les Blancs, ils reculent. Les Blancs, quand vous les parlez beaucoup, il a l'impression qu'il se fait agresser. On peut déléguer une personne, on lui donne tout ce qu'il peut dire, il est dit pour nous. Mais tout le monde veut parler. Du coup, c'est la cacophonie.
Et nous faisons l'inverse. Nous disons, nous n'avons pas les compétences pour être président, ministre et consort. Mais nous avons peut-être les compétences pour mettre en place des études très poussées dans notre domaine. Donc, nous le soumettons à celui que nous estimons qui aurait ces potentiels. Donc, c'est pourquoi nous avons fait les tours. Nous avons fait le tour en Angleterre, nous avons discuté avec un certain monsieur, je ne citerai pas le nom, vous connaissez. Il dit qu'il a reçu les 300 000 dollars. 300 millions de dollars, 300 000 dollars américains, mais après quelqu'un vu, il nous demande 10 000 dollars. Vous comprenez? Comment on peut recevoir 30 millions de dollars et puis du coup, vous dites oui, soutenez-moi dans telle action pour voir tel président. Ça, c'est un souci. Voyez. Donc nous avons vu tous les grands, nous sommes disposés dans un débat contradictoire. Hein. On appelle ces grands-là, on se met sur une table, que chacun démontre. Malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas faire des estimations, des projections. Mais dans un débat, on peut chiffrer, dans un tableau, calculer, on peut démontrer les PIB, comment ça évolue, les salaires des gens. Je donnerai un exemple. Pour nous, à l'heure actuelle, les salaires minimums des Congolais devaient être autour de 1225 dollars pour qu'il assure qu'il y ait une vie stable. Tous ces calculs, vous allez me poser d'où viendra ces questions. Ça, c'est d'où viendra l'argent. Nous pouvons le démontrer. Malheureusement, nous n'avons pas tous les outils nécessaires pour démontrer cela. Ok, alors pour faire la chute, concrètement, donc, le projet, il est là, 1745 pages, bien écrit, bien étudié, vous vous êtes fait entourer, mais ça attend juste que la situation politique au Congo change pour que vous puissiez le mettre en pratique. Nous n'attendons pas seulement que la situation change. Nous nous impliquons pour que la situation change. Attendre, c'est-à-dire on croise les bras. Nous nous impliquons pour la situation. Et mis à part cela, c'est un aspect que j'avais fait. Nous avons déjà des contrats signés de la Commission européenne, l'Europed, la DDC, division des coopérations et des développements. Nous avons des accords de partenaires. Si vous lisez dans les contrats à la fin... pas une espèce de traité de Nice, hein? Non, nous, il n'y a pas cela. Des contrats de partenariat, c'est-à-dire que nous formons des techniciens au Congo qui viennent se faire spécialiser ici. Et qui restent ici au lieu de rentrer au Congo. Non, qui rentrent de l'autre côté. Parce que nous mettons en place ce qu'on appelle des plateformes, hein, c'est-à-dire les contrats de partenariat participatif. Les techniciens viendront, si vous allez dans mon page Facebook, nous avons des équipements médicaux, des tracteurs, des choses comme ça, que nous recevons déjà, nous achetons. Nous sommes un bureau avec nos propres moyens. Nous avons seulement des propositions de financement signées que nous attendons. C'est-à-dire que les Blancs, les Européens, les banques, quand vous donnent une proposition de financement, c'est déjà de l'argent qu'on peut monnayer. Pour vous avoir, comment on fait? Pour m'avoir, moi, tout est étalé sur Internet. Vous tapez Rémi Luvumbo, c'est tout. Sur Google, c'est tout. Hein. Je participe aux Nations Unies, des conférences, partout. Tout est marqué, mon numéro. Mais l'adresse de votre structure C'est 13 rue de la Ferme, à Genève, 1205 Genève. Arcantec Intelligence. C'était monsieur l'ingénieur Rémi Luvumbo qui nous a parlé d'un projet assez intéressant, 1000 jours pour une économie intégratrice dans un Congo nouveau et prospère. Merci de nous avoir suivis. Ouais, c'est l'artiste du siècle, l'homme qui n'a pas de fiction, champion Bichana, les bons leaders, les génies Fokio. Bientôt la terre Saya Merimbate Thomas Diosite Mami Lela Job Matwadi Votre album La Prospérité, on a monté ma refungoma. soki ezalaki mpo na yo kasi nazongaki te nakanisi bana bazali makila na nga moko tina nini nakende mpe natika bango matie mobili Colin Mukendi Zakola lobi ezalaki bolingo ya lajwa bato basepelaki lelo ekomi minyoko miluta lokola lifelo nga na nyokwami bazo tepa bazo yenga bazo comprendre GT opération de Kofi avec Alain Benza Joris Temo.
moko so ekaukinga na koloba nini mpona nini soki bolingo eleki etindaka moto nyonso na mokili na makanisa malamu fumusi elanga ata mwa fololo aya kokoka amerite yango natondi ne sengo na yo tika na s'exprimer nalali kutu mobimba kaka se kombo na yo